Comment ce bouleversement est advenu chez ces gens-là, de quelle manière et puis je rappelle, c'était dans le cadre d'une résidence d'écrivains à Saint-Ouen, donc c'est des gens, je ne sais pas, que vous avez rencontrés dans le cadre de cette résidence, les habitants de la ville de Saint-Ouen. J'ai rencontré les habitants, enfin pas les habitants, mais quelques habitants de la ville de Saint-Ouen, parce qu'en fait la résidence était dans un lieu qui s'appelle l'Espace 1789, qui est à la fois un cinéma et aussi un théâtre. Et donc c'est eux qui se sont chargés en quelque sorte de faire le lien avec les habitants qui auraient envie de témoigner en fait sur cette question, non seulement qui a bouleversé, mais même qui vraiment a changé, quel film a changé votre vie, avec l'idée que finalement il n'y a pas besoin d'être cinéphile pour pouvoir répondre à cette question. Donc c'était pas une question adressée à des cinéphiles, c'était une question adressée à tout le monde. Et que aussi, non, il n'y a pas besoin d'être cinéphile, mais en même temps qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de réponse à cette question. Donc en fait, ça ne concerne que quelques personnes qui peuvent vraiment raconter quelque chose de précis sur la manière dont une vie peut bifurquer, peut changer de ligne, etc. Parce que on voit tel ou tel film à tel moment. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est qu'évidemment, pour pouvoir... enfin, les gens qui disent ça, enfin, qui racontent ça, ils sont obligés de se représenter un petit peu leur propre vie. En fait, ils construisent en fait une sorte de fiction, parce que pour pouvoir dire qu'un film a changé votre vie, il faut en quelque sorte se raconter une histoire. Et dans cette histoire, un film joue un rôle. Et puis, je m'étais dit même à un moment que ça serait drôle d'aller 10 ans plus tard interviewer les mêmes personnes. Bon, je ne le ferai pas, mais parce que je pense que les films ne seraient pas les mêmes, que la vie racontée ne serait pas la même, etc. Donc de manière générale, ça m'intéresse la manière dont on se raconte à soi-même sa propre vie, ou quand on est écrivain, dont on raconte la vie des autres aussi. Et à quel endroit on met enfin, quels sont les points d'impact d'une vie, c'est-à-dire par quoi on commence. Voilà, est-ce que pour raconter la vie de quelqu'un, il faut commencer par sa naissance, par exemple, ou est-ce qu'on raconte sa formation, enfin voilà, quand vous faites par exemple la présentation de l'auteur, qu'est-ce que vous dites, là vous avez commencé par l'âge, voilà. Donc en fait il y a des tas de, en fait on a des tas de cadres qui sont préétablis, qui nous permettent en quelque sorte de raconter des vies, mais moi j'avais envie c'est un peu ça le boulot d'écrivain, de trouver d'autres cadres possibles, de commencer par d'autres choses, de voir que les gens ne racontent pas la vie par du début jusqu'à la fin, qu'ils commencent par le milieu, qu'ils s'accrochent à des images, Et ça, je veux dire que c'était déjà un peu dans On n'est pas là pour disparaître, puisque dans le On n'est pas là pour disparaître, qui effectivement tourne autour des troubles de la mémoire, et dans lequel il y a un personnage principal qui en fait oublie à mesure sa propre vie, ça m'intéressait aussi de trouver un endroit pour raconter la vie de quelqu'un qui, lui, est en train de l'oublier. Et voilà, comment on fait? Est-ce qu'on commence par la même chose? Donc là, j'ai décidé de commencer par le bouleversement, en l'occurrence, de la vie de cet homme, qui est le moment où, en fait, en raison de sa maladie, il décide de prendre un couteau et d'assassiner sa femme. Parce qu'en fait, il ne sait plus trop... voilà. Et donc, en commençant par là, forcément ça a des implications sur les autres choses qu'on va pouvoir raconter sur le personnage, puisqu'on commence par cet événement. Et c'est vrai que c'est assez intéressant aussi dans l'écriture de voir que suivant l'endroit où on commence, ça a des implications sur l'ordre qu'on va donner au texte, et on maîtrise, mais on n'a pas complètement le choix de tout, parce que voilà, si on commence par tel endroit... Et donc avec les gens que j'ai interviewés, c'était des conversations, hein, c'était des conversations qui étaient enregistrées, que je transcrivais entièrement après, donc ça prenait beaucoup de temps. Et l'endroit où eux commencent et l'endroit où le texte commence, par exemple, c'est pas nécessairement le même. C'est-à-dire que eux, ils commencent par un certain endroit. Bon, d'abord il faut qu'on fasse un peu connaissance. Mais moi, l'endroit où je commence le texte et ce que je raconte, du coup, l'ordre des séquences du texte ne suit pas l'ordre du discours de la personne, déjà ça. Et alors, pourquoi avoir démarré, en fait, tout ça avec le cinéma? Vous voulez dire plutôt qu'avec autre chose? Oui, c'est ça, parce qu'une autre forme artistique, je sais pas, parce que ça pourrait s'appliquer aussi
à d'autres formes artistiques. Il y a peut-être des émotions comme ça qui ont bouleversé le cours de l'existence, Ah oui, oui. qui les ont changées. Et on a le sentiment presque que votre livre pourrait s'appeler cinéma, du genre je me fais mon cinéma. Oui, oui, c'est ça, oui. Bah, le cinéma, l'avantage qu'il a sur d'autres arts, c'est qu'il est quand même plus... C'est un art populaire aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont vu qui ont vu des films ou qui en tout cas ont vu des images de cinéma c'est quand même, voilà, ça fait partie d'une culture commune. Et c'est pas le cas de la littérature comme on peut voir, c'est pas le cas du théâtre, c'est pas le cas, enfin voilà, c'est pas le cas des arts plastiques, qui exigent en fait d'abord d'entrer dans des lieux qui sont des lieux dans lesquels il n'est pas toujours facile d'entrer. Enfin voilà, il y a tout un... Alors que le cinéma, je pense qu'il a cette puissance de réunir des gens qui sont extrêmement différents et qui peut-être ne sont pas sensibles forcément ou n'ont pas l'occasion d'aller voir d'autres choses ou d'autres arts. Mais là, le cinéma... donc j'aimais bien cette idée de cette chose commune, d'une part. D'autre part, bon, moi je suis allée énormément au cinéma quand j'étais enfant et adolescente. Et j'ai beaucoup utilisé le cinéma comme espace de découverte, au sens même de, pas seulement de découverte... Enfin, vraiment au sens de découverte sensorielle, mais aussi au sens de découverte intellectuelle, au sens de découverte... la connaissance, en fait, que nous apporte le cinéma. Enfin, je me souviens, par exemple, d'avoir vu beaucoup de films japonais, et bon, c'est comme ça que j'ai connu... Enfin, j'ai connu le Japon, ça veut rien dire, mais voilà, c'est comme ça que j'ai eu un peu un aperçu de la culture japonaise. Donc c'est vrai que cette espèce de porte ouverte du cinéma, ça m'intéressait vraiment de l'explorer avec des gens. Et puis peut-être aussi le cinéma, c'est un art, aussi peut-être parce qu'il est populaire, mais qui produit des émotions très, très fortes. C'est la projection, c'est ça? Oui, je crois qu'il y a cette histoire d'identification qui est beaucoup plus forte qu'au théâtre, par exemple. Et en fait, voilà, c'est aussi peut-être pour ça qu'il y aurait peut-être plus de gens, je me disais, qui auraient des choses à raconter sur un film qui a changé leur vie, parce qu'il y a un phénomène d'identification avec les acteurs qui est beaucoup plus fort qu'une identification avec un personnage, par exemple, de littérature, où ce personnage de littérature, quoi qu'on fasse, il continue toujours à n'avoir pas de corps. Enfin, on peut bien essayer de le décrire, etc., mais ça reste une vue de l'esprit. C'est une incarnation, alors. Il y a ça, oui, je pense. Enfin, même si elle est en 2 dimensions et qu'on ne peut pas l'attraper, mais je crois qu'il y a quand même ça. Et du coup, c'est vrai que... Bon, par exemple, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé du fait qu'ils ont compris que ce film changeait leur vie parce qu'ils pleuraient sans cesse en le voyant, par exemple. Comment les pleurs, comment ce type d'émotion peut permettre de reconnaître, en fait, de se connecter avec soi-même et de se dire « Oh là là, là, si je pleure à ce point-là, c'est que quelque chose est en train de m'arriver. » Et donc, on garde ça en mémoire un petit peu. Et un jour, beaucoup plus tard, on se dit « Ah oui, donc en fait, ça voulait dire ça, etc. » Parce qu'effectivement, les gens qu'on interviewe sur le cinéma, ils parlent de films qu'ils ont vus il y a très longtemps. Enfin, c'est souvent des expériences de cinéma qui sont anciennes. Et c'est voir et revoir en même temps, parce que quand vous disiez, au fond, je les reverrai bien, je te donne rendez-vous dans 10 ans, là, même jour, même heure. Là. Et au fond, ils l'ont vu plusieurs fois. Et ils racontent au moins comment ils ont été ou déçus, ou comment ils ont revisité les choses, comment ils ont compris effectivement comment ça avait évolué, simplement en revisitant ce film, en y retournant. Donc il y a une évolution dans tout ça. C'est le rapport qu'on entretient chacun avec les œuvres d'art, c'est-à-dire le fait que voir un film à tel âge, à tel moment, c'est pas du tout la même chose que de le voir à tel autre âge, et que voilà, comment s'opère cet aller-retour entre le film et soi-même. Alors, et donc ça m'intéressait aussi parce que... Donc effectivement, il y a des gens qui ont vu plusieurs fois le même film, donc qui me parlaient d'un film qui était pour eux, qui faisait vraiment partie de leur vie, au sens où ils étaient capables de me le raconter en détail. Par exemple, je me souviens d'une femme qui m'a parlé du film de Sidney Lumet qui s'appelle 12 hommes en colère. Oui, mais ça, on va en reparler, parce que justement, voilà. Et alors, elle a vu... Enfin, je veux dire, elle pouvait... elle aurait pu... C'était une performance... qu'on aurait pu faire ici, c'est-à-dire elle vient et elle raconte le film du début jusqu'à la fin, mais elle avait tous les détails en tête, quoi. C'est-à-dire que
Donc c'était assez incroyable, cette espèce de discours sur le film qu'elle était capable de tenir, parce qu'elle le connaissait parfaitement, et donc c'est un film qui fait vraiment partie de sa vie. Il y en a d'autres quand même qui m'ont parlé de films qu'ils n'avaient pas revus, et en fait, au départ, j'avais dit aux gens que ils n'avaient pas besoin de préparer. C'est-à-dire que, par exemple, ils n'avaient pas besoin de revoir le film, que ça n'allait pas porter sur est-ce qu'ils se trompent ou non, enfin, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est la relation qu'ils ont avec la mémoire des images, et non pas avec les images en direct. Et en fait, c'est ça qui est assez beau, c'est qu'en fait, beaucoup d'entre eux, en fait, ont évidemment entièrement transformé les films dont ils parlent. Et il y en a eu plusieurs, dont j'ai pas trop utilisé forcément ça dans le texte, mais qui m'ont décrit des scènes du film qui n'existent pas, en fait. Parce qu'après, quand j'ai vu les films, par exemple, j'ai revu le film de Truffaut qui clôt l'ensemble, qui est Les 400 coups. 400 coups, oui, avec Jean-Pierre Léaud. Voilà. C'est un film avec Jean-Pierre Léaud, un film en noir et blanc. Donc une femme me parle de ce film, et elle me parle d'une scène absolument incroyable où il y a une éducatrice qui parle avec Jean-Pierre Léaud enfant, et elle me décrit très précisément cette éducatrice. Elle me parle de sa jupe, elle me parle de ses bas, enfin bon, tout. Vraiment hyper précis. Et puis il se trouve que je vois après le film, mais vraiment par hasard, je me dis tiens, je vais regarder, puisque en fait, voilà, on avait fait cet entretien et tout. Je regarde le film, et en fait, je me dis c'est bizarre, la scène a été coupée. Il n'y a pas la scène avec il n'y a pas la scène avec l'éducatrice. Cette éducatrice n'apparaît pas à l'écran. C'est-à-dire que la scène où il devrait y avoir l'éducatrice, en fait, c'est une scène qui est du point de vue en fait de l'éducatrice, si on peut dire, et donc on voit Jean-Pierre Léaud de face, et elle est face à lui, mais elle, on la voit pas en fait. On la voit pas du tout, on la voit jamais. Et en fait, donc le contre-champ de cette image, c'est effectivement l'éducatrice, mais l'éducatrice n'y est pas. Donc vraiment, pendant un long moment, je me suis dit qu'ils avaient, pour les besoins de la télévision, coupé une scène, parce que c'était trop long. Puis après, je me suis dit, mais en fait, non, ils n'ont pas coupé une scène, c'est qu'elle l'a inventée, en fait. Et donc, elle avait inventé une scène du film. Et en fait, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi dans le rapport qu'on entretient avec les œuvres d'art en général, et avec le cinéma en particulier, c'est que voilà, c'est qu'on réinvente. Donc, on réinvente le film, on réinvente des images, on réinvente l'ordre des séquences. C'est-à-dire que la mémoire fait son travail, qui est un travail de métamorphose, en fait. Et en fait, je crois que c'est ça plus qui m'intéressait que la restitution du film, ou même que... Parce que cette métamorphose, elle raconte quelque chose déjà sur la vie des gens. Mais alors, il y a effectivement... Alors, on retrace comme ça dans ce livre, pour ceux qui ont pas eu l'occasion de le lire avant, hein, les témoignages d'une jeune femme qui s'appelle Angélique, qui parle de la nuit américaine, de Denis qui a parlé de nuit et brouillard, ça c'est troublant, Béatrice, Dernier Tango à Paris, et là, je vais peut-être lire pour qu'on se rende compte un tout petit peu justement de Sophie qui parle de 12 hommes en colère, mais vous avez 12 témoignages. Et j'ai le sentiment, alors est-ce que c'est fortuit, que ces 12 témoignages, on tourne autour de ces 12 hommes en colère, parce qu'il y a quelque chose autour de arracher les mots. Hein, on va peut-être lire... Ah ouais, j'aurais pas pensé à ça. Hein. Ah, bah alors... Mais je peux parler des 12 témoignages, sinon. Oui, je voudrais juste lire, si vous voulez, juste qu'on entende votre voix justement là-dedans, différemment, peut-être votre voix littéraire. 12 hommes en colère de Sophie. 12 hommes en colère racontent comment 11 imbéciles accèdent à leur propre humanité grâce à un seul, Henri Fonda, qui prend le temps de les écouter, d'accepter leurs bêtises, leurs erreurs, leurs tristesses, leurs failles. J'avais 18 ans. J'étais parti en Angleterre pour suivre des festivals de hard rock. J'arrivais au Pays de Galles avec ma bande. Et là, je tombe sur 12 hommes en colère, un film dans lequel j'ai plongé avec délice, même si mes potes utilisaient la salle pour ronfler comme des veaux. 12 hommes en colère de Sidney Lumet, c'est un film qu'on peut regarder les yeux fermés. Au début, tout va très vite. Un jeune homme est accusé du meurtre de son père. Le juré entre dans la salle de délibération. Il fait chaud. Impossible d'ouvrir les fenêtres. Le ventilateur est en panne. L'atmosphère est étouffante. Les jurés sont pressés. Ils veulent voir le match de baseball à la télévision. Le soir même, ils votent en vitesse. 11 guilty et un non guilty. 4 minutes de film pour condamner un homme à mort. À l'époque, je marchais pieds nus. Je portais des bracelets de cheville. Je détestais tout le monde. J'étais continuellement défoncé. J'entends un des acteurs en chemise blanche. Il dit « What we have to do now ?» Et Henri Fonda lui répond « I guess we have to talk ». J'aimais déjà la langue anglaise, mais grâce à ces mots, j'ai eu envie d'apprendre à fond, de la connaître, de la traduire, de la parler, de la chanter. Dans 12 hommes en colère, Henri Fonda
demande à un des jurés pourquoi il pense que le gars est coupable. Et l'autre répond « It's difficult to put into words ». Je vais arrêter là, parce que j'ai envie de lire ça jusqu'au bout. Sachant quand même qu'à la fin, il y a le méchant dans l'histoire qui est l'irréductible, celui qui s'accroche à la culpabilité de cet homme et qui est face aux autres qui ne comprennent pas et qui se taisent et qui dit de manière véhémente, il dit « say something, répondez-moi quelque chose ». Donc il y a quelque chose, alors pour les 12, pardon, on revient là-dessus. Pour les 12, c'était pas lié à 12 hommes en colère en fait, en l'occurrence, mais c'est que j'avais décidé pour ce livre-là que tous les témoignages faits donneraient lieu à un texte. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun déchet, entre guillemets. Donc ça, c'est une contrainte assez difficile, parce qu'effectivement, il y a des fois où, quand on rencontre quelqu'un pour préparer un texte, ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. C'est-à-dire que soit on le trouve antipathique, soit il ne parle pas, soit il répond à côté. Enfin bon, et j'ai eu des tas de cas assez drôles. Mais il n'y a pas eu de casting? Non, aucun casting. Enfin, si, un casting préalable que je n'ai pas fait moi, mais qui était de s'assurer que la personne avait quelque chose à raconter sur la manière dont un film bouleverse une vie. Pas juste me raconter qu'il aimait ce film et que c'était formidable, etc. Non, il fallait vraiment que ça soit ça. Et l'autre casting, c'est que je voulais pas qu'il y ait que des gens qui aient quelque chose à raconter sur le fait qu'ils soient entrés dans le cinéma. C'est-à-dire, oui, il y a un cas qui raconte qu'une femme est devenue script, voilà, en voyant La Nuit américaine de François Truffaut, mais je voulais pas que ça soit, voilà, j'ai vu tel film, je suis devenue cinéaste, j'ai vu tel film, parce que je trouvais ça un peu réducteur. Donc c'était les deux contraintes. Et après, en fait, cette histoire de devoir absolument écrire un texte, quelle que soit la qualité, on pourrait dire, de nos conversations, ça a des implications sur la manière dont il faut, comme vous dites, sortir les mots de... Il faut aller les chercher, quoi, les mots, parce qu'il y a des fois, les gens, même s'ils sont tous volontaires pour parler, parfois ils s'assoient en face de vous et en fait, ils ne veulent pas parler. Alors, il y en a plein il y a eu plein de cas, hein. Il y a eu celui qui dit bah, « moi, il n'y a aucun film qui a changé ma vie ». Donc, il change d'avis, parce avant, il avait dit que oui. Ou il y en a un qui dit bah, « non, en fait, c'est impossible, vous avez un projet, mais on sait très bien qu'aucun film ne peut changer la vie de personne ». Bon. Il y a celui qui dit bah, « j'ai un film qui a changé ma vie, mais en fait, je me souviens plus ce que c'est ». D'accord ? Enfin, j'ai eu tous en fait, on pourrait dire des sortes de cas d'école. Donc, en fait, ça commence comme ça, souvent, les conversations. Et en fait, je me suis assez vite dit, mais même dès le deuxième entretien, que si je me laissais porter par mon envie première, bah, je dirais, bon, bah, écoutez, puisque c'est comme ça, au revoir, merci, je vais chercher quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, en fait, que c'était intéressant dans ce projet, non de ne pas jouer ce jeu-là, mais au contraire d'essayer de faire l'entretien quoi qu'il arrive, enfin, malgré tout, donc justement, d'aller arracher des mots, d'aller... en fait, je les arrache pas, hein, parce que j'essaye de les faire surgir, mais c'est donc de faire cette espèce de travail qui fait que finalement on arrive quand même à se parler, quoi qu'il en soit. Et ça faisait partie, en fait, on pourrait dire, de la contrainte que je m'étais donnée. Et je crois qu'en fait, ce qui s'est juste passé, c'est qu'au bout de 12, c'est assez fatigant en fait comme travail. Au bout de 12, j'ai considéré que j'avais mon compte, quoi. Enfin, au sens où c'est assez prenant, ça prenait beaucoup de temps. Voilà, après, il n'y a pas de raison objective. Alors peut-être qu'après, il y a des choses inconscientes qui interviennent. Mais, et puis 12, je trouvais que c'était bien pour faire l'idée d'accéder à un point, à une acmé ou un point, disons, une montée et puis une descente. Enfin voilà, je m'étais dit, ça pourra construire un ordre que j'ai eu énormément de mal à trouver par ailleurs. Oui, parce que justement, je vais vous parler de l'ordre. Très très difficile. Comment est-ce qu'effectivement, comment ces témoignages s'enchaînent? Est-ce qu'ils s'enchaînent d'ailleurs ou est-ce qu'ils sont dans une espèce d'aléatoire? Est-ce qu'ils se répondent? Comment est-ce qu'ils se répondent? Comment est-ce qu'ils s'accrochent? J'ai beaucoup réfléchi à l'ordre, puisque je voulais que ce soit non pas juste une série de textes séparés, mais quand même un objet qui aurait sa cohérence, que les gens puissent lire du début jusqu'à la fin. Pas tout à fait comme un récit, mais enfin comme quelque chose qui raconte le rapport qu'on entretient avec le cinéma. Et donc, en fait, j'ai essayé des tas de choses.
par exemple, j'ai assez vite décidé que le témoignage central, ce serait le témoignage de celui qui parle de Nuit et brouillard dans le livre, parce qu'en fait, son témoignage, voilà, c'est un film qui est tellement... qui a une telle force historique, je trouvais que c'était bien qu'il soit là. Après, il y avait l'histoire des hommes et des femmes. Je voulais pas que ce soit d'abord que les femmes, puis ensuite que les hommes. Après, il y avait des récits où les personnages ont 15 ans et d'autres où ils sont plus âgés. Enfin, et l'idée, c'était donc de ne pas mettre à côté deux textes qui se ressembleraient trop, d'essayer de travailler plutôt, non pas de travailler sur la ressemblance, mais au contraire d'essayer de travailler sur la dissemblance relative entre les témoignages et en même temps, petit à petit, de tisser un lien jusque... J'ai su assez vite aussi que la fin, ça serait l'histoire racontée par une des femmes sur le film Thelma et Louise de Ridley Scott, parce qu'elle raconte quelque chose qui m'a paru clore l'ouvrage sur qu'est-ce que c'est que comment est-ce qu'on accède à sa propre liberté et qu'est-ce qu'on est obligé d'abandonner pour être libre. Et je trouvais que, voilà, pour finir provisoirement, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait la fin du livre, mais voilà, je trouvais que ça racontait quelque chose d'une ouverture qui me paraissait assez belle pour finir cette série sur le cinéma, sachant que donc je me suis plus intéressée à ce que les gens racontent du film qu'au film lui-même. Mais quand même, par exemple, il y a deux films de Truffaut, c'est un hasard, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui vont parler de deux films de Truffaut. Bah, par exemple, je savais qu'il ne fallait pas que je les mette l'un à côté de l'autre. Voilà, donc en fait, ça a été un casse-tête épouvantable, cette histoire d'ordre. J'ai vraiment, voilà, je suis passée par toutes sortes d'essais, etc. Sachant que aussi j'avais quand même un cadre assez précis, puisque il y a 12 témoignages, et ces 12 témoignages sont encadrés par deux textes qui sont en fait des textes que j'ai écrits à la première personne, enfin comme les autres d'ailleurs, mais que j'ai écrits, dont on comprend que c'est en quelque sorte les films qui ont changé ma vie, et donc ces textes-là sont un peu de nature différente en termes de forme. Ils n'ont pas exactement le même statut, et donc c'était une manière aussi de m'insérer en fait dans l'ensemble de ce processus et voilà, de proposer un cadre pour la parole des gens que j'ai interviewés. Donc en fait tout ça finalement, bon, ben voilà, ça c'est le travail d'écriture aussi, et c'est pour ça que je dis, parce que les gens sont assez, ils sont à la fois curieux et un petit peu méfiant par rapport à ça, c'est-à-dire, mais en quoi c'est de la littérature, puisque ce sont des témoignages. Bon, d'abord, j'étais pas obligée de le raconter, c'est-à-dire j'aurais très bien pu donner ce texte comme ça, sans préciser à la fin, et d'ailleurs certaines personnes ont cru que j'avais inventé tous ces personnages. Là, il aurait fallu que je sois vraiment très douée, très imaginative pour inventer toutes ces histoires impossibles et très compliquées. Enfin, moi, je trouve ça... Donc j'ai eu un article dans un journal qui disait Olivia Rosenthal a une imagination débordante, elle entre dans le corps d'un homme de 30 ans, dans le corps d'une femme de 5 ans, elle invente les histoires des vies. Je me suis dit, waouh, si j'étais capable de faire ça, ben je le ferais, mais en fait, on sent bien que c'est pas tout à fait de cet ordre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais pas obligée de le raconter, cette histoire d'entretien. Donc, il y a une espèce de méfiance à l'égard de ça, et en quoi ce passage par l'entretien continue à être de la littérature. Mais par exemple, par rapport à ce que vous avez lu, en fait, évidemment, c'est entièrement recomposé, cette histoire de ce que les gens disent. Et aussi, dans ces textes-là, il y a quand même toujours un peu deux voix qui alternent, c'est-à-dire la voix du témoin, en quelque sorte, entièrement recomposée par mes soins, et puis une autre voix qui est une espèce de voix qui commente, qui redouble ou qui s'écarte, enfin, et qui établit en fait une sorte de distance. Pas une distance ironique, mais juste une distance au sens presque spatial, qui permet de regarder en fait, ou d'entendre l'entretien qui a été, la parole de celui qui a parlé, de manière un tout petit peu différente. C'est quelque chose en train de se faire en même temps, presque. Vous voulez dire la parole ou... Oui, la parole. C'est une parole qui avance au fur et à mesure, et sur laquelle on a un regard un tout petit peu... Oui, c'est ça. Une perspective cavalière, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. On peut dire comme ça, oui. On peut dire ça. Mais qui avance au fur et à mesure, sauf que l'ordre de son avancée, comme je dis, c'est pas l'ordre dans lequel cette avancée a véritablement eu lieu. Ça, c'est vraiment une construction narrative. Par exemple, de commencer aussi souvent par les conditions c'est vrai que j'ai beaucoup commencé les entretiens en demandant aux gens, bon, est-ce que vous vous souvenez d'abord dans quelles conditions vous avez vu ce film? Donc nous allons parler, avant même d'entrer.
Parce que comme c'est des entretiens sur des questions quand même assez intimes, assez délicates, puisque les gens doivent raconter leur vie et les bouleversements qui ont eu lieu dans leur vie, je trouve que c'est important qu'ils aient un endroit assez concret pour se raccrocher. Et souvent, et donc on a commencé souvent les entretiens par cette histoire de voilà, j'ai vu dans une salle de cinéma, je l'ai vu quand j'avais 13 ans sur la télé de mes parents, je l'ai vu, enfin, etc. Parce que ça permet aussi de raccrocher le souvenir à des images. Donc ça, c'était une procédure, on pourrait dire, de l'entretien. Et c'est quelque chose où je me suis vraiment demandé, par exemple, si chaque texte devait commencer par ça. Est-ce que c'était bien que cette procédure de l'entretien apparaisse telle qu'elle dans le livre? Par exemple, voilà, c'est des questions... Je me suis vraiment posé des questions sur la structure, sur la forme, sur l'ordre, sur la place de ma parole de narratrice par rapport à la parole de ceux qui la donnent. Enfin, et du coup, le livre, il est un petit peu composite comme ça. Il est fait en fait de plusieurs voix aussi à l'intérieur de chaque texte. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est que ces textes sont encadrés par deux textes qui vous concernent plus directement, qui sont plus intimes en quelque sorte. Un qui parle du film de Hitchcock, Vertigo, Sueur froide, là, et puis et l'autre qui fait référence aux larmes. Effectivement, ce sont les larmes qu'on verse, que vous avez versées, en regardant les parapluies de Cherbourg. Les parapluies de Cherbourg, moi, ça me fait pleurer aussi. C'est bien. Un truc effrayant. Et donc là, 3 lignes aussi pour qu'on puisse écouter ce que vous dites donc sur les larmes. Le premier étant donc le texte sur Vertigo, c'est le vertige, bien évidemment, et les larmes. Ces textes-là, après, vous les réutiliserez ailleurs d'une manière différente. Alors, la première fois que je vois ce film en compagnie de mon seul et unique amour et d'un couple d'amis, je pleure tellement que je n'ose pas me lever, ni regarder autour de moi, ni parler, et que je reste collé à mon fauteuil, tête baissée, en faisant semblant d'être très occupé à chercher quelque chose que je n'arrive pas à retrouver. Je ne vais pas le chanter, mais où je sais maintenant que ça n'a plus d'importance. Nous avons même tout notre temps. Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route et je dois partir pour 2 ans. Alors, le mariage, on en reparlera pour plus tard. Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps. Mes amis m'attendent le long de la travée centrale. Ils n'ont pas l'air de bien comprendre ce que je fabrique sous le siège. J'ai tellement peur quand je suis seul. Nous nous retrouverons et nous serons plus forts. Tu connaîtras d'autres femmes et tu m'oublieras. Je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Avouez qu'on ne cherche pas ses clés sous les fauteuils d'orchestre du dernier rang, mais juste qu'on se cache pour pleurer. C'est sans doute pénible, mais ça a l'avantage d'être clair, bien qu'à la vérité, ça ne permette pas d'élaborer une analyse précise et poussée, les raisons pour lesquelles on est à ce point affecté. Je ne pourrais jamais vivre sans toi, je ne pourrais pas, ne pars pas, j'en mourrais, je te garderai et je te cacherai, mais mon amour ne me quitte pas. Ça, c'est de Neuve qui chante. Mais là, vous avez choisi le passage, c'est assez particulier comme endroit, parce qu'en fait, comme vous voyez, c'est que c'est un morceau du texte dans lequel j'ai inséré des citations en fait, des Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Et la particularité de ce film, c'est que en fait, évidemment, tout est chanté. Et que ce qui m'intéressait, c'était que quand on sort le texte de ce chant, qu'est-ce qui devient? Est-ce qu'il tient le choc ou est-ce qu'il devient ridicule ou est-ce qu'il ne devient pas un peu ridicule? Et c'est ça qui ça m'intéressait aussi, parce que ça crée, là aussi, ça crée une espèce de distance avec le film. Le fait de reprendre comme ça des passages, des citations. Ah, je ne pourrais jamais vivre sans toi, je ne pourrais pas, ne pars pas, j'en mourrais. Enfin bon, voilà. Cette espèce d'extrême déclaration d'amour. Enfin, et en fait, ça c'était intéressant de travailler comme ça. Et après, ce texte est devenu un film. Oui, avec Laurent Larivière. Voilà. Donc en fait, avec ce texte qui porte sur les Parapluies de Cherbourg, en fait, je l'avais donné à un ami cinéaste parce que je voulais qu'il fasse des images dessus et que, en fait, je voulais le lire en performance, justement. Je voulais faire une espèce de spectacle avec. Et quand il a lu le texte, il m'a dit qu'il ne voulait pas faire des images pour une performance, mais il voulait vraiment faire un film de cinéma. Donc j'ai dit, oui, enfin, il n'y avait aucun dialogue dans ce texte. Il n'y a pas de dialogue, c'est juste un texte écrit à la première personne, voilà, dans lequel j'explique pourquoi je pleure toujours quand je vois les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Et donc il a créé vraiment une forme cinématographique, un scénario avec ce texte. Et c'est en fait grâce à lui, ou à cause de lui, ou je sais pas,
que j'ai inséré en fait ces passages des Parapluies de Cherbourg dans le texte, parce qu'en fait, il avait envie, lui c'est un adepte de Jacques Demy, il adore les Parapluies de Cherbourg, et donc il avait envie aussi qu'on rejoue un petit peu les Parapluies de Cherbourg dans le film qu'il voulait tourner. Mais vous devenez un personnage, c'est-à-dire que il y a un personnage. Vous devenez le personnage, vous êtes Catherine Deneuve, si je suis Catherine Deneuve, voilà. Je joue... Et dans les décors, en même temps. Voilà, alors les décors, on est allé tourner à Cherbourg, hein, on a donc fait voilà, on a essayé de trouver des équivalents, si vous voulez, des décors du film dans lequel... enfin, du film qu'a tourné Jacques Demy dans les années 60. Et parce que c'était le principe qu'il avait choisi, Laurent Larivière, c'est, voilà, puisque le cinéma, c'est quoi? C'est une projection... Enfin, c'est plutôt que nous projetons dans les personnages qui sont sur l'écran, alors on va le faire vraiment. C'est-à-dire, Olivia, tu vas jouer ton rôle, bon, déjà, tu vas jouer, et puis tu vas jouer ton rôle en tant que tu t'identifies à Catherine Deneuve à certains moments du film. Et donc, on a reproduit, mais en les décalant, évidemment, parce que pour des tas de raisons, on a reproduit certaines scènes dans notre film, enfin, dans son film à lui, des Parapluies de Cherbourg. Donc, c'est lui qui joue mon amoureux, et moi, je joue Catherine Deneuve. Et en fait, on s'est bien amusé, mais c'était quand même assez difficile parce que Les Parapluies de Cherbourg, c'est un gros film, c'est un film à gros budget, c'est un film qui a coûté très cher, c'est un film en couleur avec des travelling absolument incroyables, etc. Et donc, pour certaines scènes, on a voulu essayer de retrouver les mouvements de caméra que propose Jacques Demy sur certaines scènes. Donc, on s'est retrouvés à faire des choses un peu... sauf qu'on n'avait pas les mêmes moyens. Voilà, il y a des travelling arrière, il y a des choses... Et évidemment... D'abord, au lieu de chanter, on dit, donc ça crée une espèce de distance un peu humoristique, et aussi, évidemment, les dialogues où je dis je vais t'épouser, je n'ai rien dit à maman, etc. Bon, Catherine Deneuve, elle a 18 ans, donc moi, comme vous avez dit, j'en ai 48, donc ça devient un peu ridicule quand même. Et du coup, en fait, on aimait bien cette histoire de, oui, il n'y a pas d'âge, en fait, pour être Catherine Deneuve, de même qu'on peut... non seulement, voilà, on peut avoir tous les âges en cinéma, c'est pour ça qu'on aime le cinéma, on peut avoir tous les sexes, si je puis dire, mais il n'y en a pas tant que ça, mais enfin quand même, on peut en avoir plusieurs, on peut devenir des animaux, on peut... Enfin, je veux dire que le cinéma nous offre des tas de peaux nouvelles, et donc l'idée du film, c'était une des idées du film, celle-là, et l'autre idée qui est aussi dans le texte, sur les pleurs, puisque dans le texte, j'explique en fait qu'en général, dans nos vies, on passe plus de temps, enfin on passe moins de temps à pleurer qu'à ne pas pleurer, en quantité. En fait, en quantité, on est plutôt moins pleurant que voilà, donc en pourcentage, si on peut dire. Et en fait, si vraiment on était tout à fait sincère avec nous-mêmes et si on était vraiment en écoute de nos sensations tout le temps, en fait, ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire qu'on devrait pleurer plus qu'on ne pleure pas, en quantité. On devrait inverser les... Et donc l'idée du film, c'est de montrer en image ça, c'est-à-dire des gens qui passent leur temps à pleurer dans leur vie et qui s'arrêtent juste de temps en temps. Et donc voilà, Laurent s'est beaucoup amusé parce qu'il a filmé par exemple des gens qui travaillent et en fait qui sont en train de pleurer, par exemple des garagistes, alors il a pris tous les métiers qu'il y a dans les Parapluies de Cherbourg. Donc il y a garagiste, prostituée, bijoutier, et donc on voit ces gens en train de travailler qui pleurent en même temps. Donc ça produit quand même un effet d'émotion sur certains spectateurs et sur d'autres ça les fait rire, quoi. C'est-à-dire que du coup il y a cette espèce de jeu incertain sur la sensation ou l'émotion que produit ce film dont on ne sait pas très bien si on doit en rire ou en pleurer. Donc ça aussi c'était c'est déjà un peu dans le texte, ça je pense. Et donc Laurent Larivière a cherché un moyen de rendre compte de cette espèce d'alternance par le film. Donc ça, vous pouvez le voir, le film, je vous dis, c'est au cas où ça vous amuse, parce que maintenant, il a beaucoup tourné en festival, bizarrement, il a vraiment, enfin bizarrement, je sais pas, mais il a vraiment très bien marché, ce film, pour un court-métrage, 26 minutes, et on peut le voir sur Vimeo, en fait, Laurent Larivière l'a mis sur Vimeo, donc si vous tapez Les larmes Laurent Larivière, Vimeo, vous pouvez le regarder. Bon, c'est mieux de le voir en salle, hein, mais bon, voilà, c'est... Alors, vous disiez justement que les spectateurs de ce film aussi avaient toujours quand même de l'émotion, une espèce d'émotion distance, même s'il y a une part de cynisme presque là-dedans. Il faut se rappeler quand même que Michel Legrand, quand il a fait les partitions avec Jacques Demy, il écrivait larmes sur le côté. Là où il fallait ils avaient tout prévu. Hein. Ils avaient absolument tout prévu. Et ça marche. Et ça marche remarquablement. C'est-à-dire que c'est pas du tout des larmes... enfin, c'est des larmes qui ont été préparées, voilà, effectivement, par le cinéaste.
Et en ce sens, voilà, c'est vraiment oui, c'est ça. Il y a un espace pour les larmes dans le film, quoi. Alors, vous m'aviez donné la transition il y a 30 secondes, là, mais après on va parler d'autre chose. Vous disiez on peut devenir un animal. Du cinéma, on en parle beaucoup, il est aussi beaucoup présent dans votre texte précédent, hein, qui est Que font les reines après Noël. Puisque vous parlez de Rosemary Baby, de Polanski, et des films qui accompagnent alors votre narratrice, vos narratrices, c'est très très segmenté, enfin, comme texte, qui a cette espèce d'obsession des animaux. Donc il y a les films, un film animalier de Frédéric Rossif, où ça devient l'apprentissage de la sexualité, un peu comme la sexualité à la ferme, mais ça passe par le biais du cinéma. Et puis il y a les séries télé, Skippy le kangourou, Flipper le dauphin, Daktari et Oubli, enfin voilà, tous ces trucs-là. Les années 70. Pas, et puis, oui, pardon. Et c'est vraiment. Il y a des fois, il faut que je me calme un peu après. Et puis il y a King Kong, alors toute version un peu confondue. Et puis Der Zuluzala, et puis arrive de manière un peu, non pas incongrue, mais dans une espèce de progression comme ça étrange, L'homme blessé de Chéreau et La féline de Tourneur. Alors c'est un singulier mélange, et c'est en même temps, j'allais dire presque, non pas la colonne vertébrale, mais le chemin du petit poucet marqué caillou après caillou à l'intérieur de ce livre. Oui, d'ailleurs, c'est Que font les reines après Noël qui m'a donné envie d'écrire d'écrire le texte Ils ne sont pour rien dans mes larmes. C'est après avoir fini ce texte dans lequel il est beaucoup question de cinéma, et puis j'avais pas mal travaillé en particulier sur La féline, que je me suis dit que ça serait quand même intéressant de poursuivre ce travail en allant interroger des gens sur le cinéma. Et oui, en fait, comme le livre, Que font les reines après Noël, c'est une espèce de récit d'apprentissage, bon, un petit peu bizarre, mais en gros, c'est quand même ça. C'est l'histoire d'une petite fille qui grandit et qui, petit à petit, va se rendre compte qu'elle est enfermée dans un cadre qui ne lui convient pas. Et en fait, le cinéma va lui permettre, c'est une des choses qui va lui permettre de sortir de ce cadre qui ne lui convient pas. Donc voilà, donc c'est ça, c'est une des choses que ça raconte. Bon, c'est pas la seule, mais enfin il y a ça. Donc c'est vrai que, alors après, ce qui est toujours intéressant quand on commence à écrire un texte comme ça, c'est que quand on a compris que c'est une des choses qu'on écrit, parce que ça met un peu de temps à le comprendre quand même, alors il y a on réfléchit à on se dit bon, alors quel film, parce qu'il y a quand même un effet, enfin il y a un côté un peu ludique aussi de j'ai choisi ces films, mais en réalité ça pourrait être tout à fait d'autres. C'est comme je dis que les gens parlent de tel film pour parler de leur vie, mais ils pourraient parler aussi d'autres films. Donc en fait, ce qui était amusant aussi, c'est de dire, bon, alors quel film? Et en fait, après, quand on choisit les films, ça détermine un petit peu ce qu'on écrit dessus quand même aussi. Enfin, c'est-à-dire que, voilà. Et il se trouve que dans cet apprentissage qu'elle fait et dans la manière dont elle découvre petit à petit et difficilement ce que c'est que de devenir libre, sa mère joue un rôle déterminant, parce qu'en fait elle a des relations assez intenses avec sa mère, ça raconte ça, donc c'est le côté un peu humoristique de la chose, c'est qu'elle a une mère quand même très présente, qui du coup participe à la constitution de cette espèce de cadre hyper contraignant dont elle n'arrive pas très bien à sortir, mais en même temps sa mère, c'est sa mère qui l'emmène au cinéma, donc sa mère c'est un personnage un peu ambivalent. C'est le personnage qui l'enferme, et en même temps c'est celui qui va lui offrir l'occasion d'aller voir des choses qu'elle ne devrait pas voir. Et donc ça m'amusait, cette histoire de comment les parents essayent désespérément de tenir leurs enfants en censurant, en faisant bien attention que les films sont bien interdits au moins de tel âge, etc. Enfin bon. Et effectivement, il y a toujours des endroits où ça déborde. Donc ça m'amusait aussi, cette histoire de... Les parents ne peuvent pas en fait contrôler intégralement ce que les enfants voient, même quand ils sont avec eux. Et donc c'est ça qui m'amusait dans cette histoire donc elle va voir des films avec sa mère, donc des films qui sont, voilà, qui ça va, on peut dire que ça convient, puis il y en a d'autres que ça convient pas, au sens où on voit des choses sur l'écran qu'une enfant de 7, 8 ou 12 ans devrait pas voir, enfin voilà, que la mère en tout cas souhaiterait qu'elle ne voit pas. Du
coup, c'est comme ça qu'elle va voir avec sa mère L'homme blessé. Je me suis dit, ah, L'homme blessé, c'est un film de mon adolescence, en fait. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, ce film, mais dans les années 80. 80, hein. ouais. Donc moi, c'est un film que j'ai vu à sa sortie, et que c'était un film extrêmement, disons, glauque, donc en fait, qui racontait les relations homosexuelles, mais dans un cadre vraiment horrible. Je me souviens, ça se passait Gare du Nord, enfin, il y avait vraiment des scènes sexuelles très glauques, et en fait, donc, je me suis dit, c'est bien qu'elle aille voir ça avec sa mère, parce que sa mère voit L'homme blessé, voilà, et puis en fait, elles se retrouvent toutes les deux à voir ce film, et voilà, c'est aussi parce que ça raconte des expériences que j'ai faites, évidemment, c'est des films que j'ai vus, évidemment. C'est des films que j'ai vus, enfin, je crois que L'homme blessé, oui, ça m'a marqué à l'époque, parce que vraiment, je ne comprenais pas tout à fait exactement ce que j'étais en train de voir. Je ne savais pas que la sexualité pouvait prendre ces formes-là, enfin, je veux dire qu'on découvre des tas de choses. Je veux dire, ces formes-là, pas seulement entre deux hommes, etc., c'était pas tellement ça, c'est surtout dans ce cadre-là, c'est-à-dire, je me souviens les toilettes de la Gare du Nord, avec, je me souviens même du carrelage sale, enfin, j'ai vraiment des images, peut-être moins des scènes sexuelles que vraiment de cette espèce de cadre dans lequel le film était, enfin, se situait. Et ça raconte aussi beaucoup cette image de l'homosexualité dans les années 80. Enfin bon, après, on pourrait en parler pendant des heures, c'est pas du tout l'objet du livre en l'occurrence, mais la manière dont les choses sont restées en ma mémoire, je me suis dit que c'était intéressant d'essayer oui, d'en faire quelque chose dans ce livre. Et comme je vous disais, voilà, c'est vrai que c'est assez éclectique. Enfin, je veux dire, et par exemple, le film que j'ai rajouté à la fin du livre, plutôt, c'est, à un moment, je me suis dit que ça serait intéressant que les films apparaissent dès le début. Au début, quand j'ai commencé à écrire, ils apparaissaient, mais relativement loin. Donc j'ai commencé à remonter le temps, et je me suis dit quand même, le film de Polanski, Rosemary Baby, qui, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ce film, c'est une espèce de film assez inquiétant, c'est l'histoire d'une femme enceinte, et petit à petit, elle comprend qu'elle porte en elle un enfant dont elle n'est pas très très sûre que ce soit un enfant, si c'est pas le fils du diable, ou, enfin... Et donc c'est un film d'angoisse en fait sur la maternité, parce que bon, c'est quand même vraiment ça, sur le fait que voilà, quand on est enceinte, ben, en fait, qu'est-ce qu'on va mettre au monde, est-ce que... Voilà, et elle se souvient, en fait, le film raconte ça, c'est-à-dire qu'elle est dans une angoisse de ce qu'elle a dans son ventre, d'autant plus qu'elle ne se souvient pas de la scène de sexe qui est à l'origine du fait qu'elle soit enceinte. Elle ne se souvient pas d'avoir fait l'amour avec son mari, donc elle ne se souvient pas de cette scène. Et voilà. Donc alors on ne sait jamais si elle se raconte quelque chose et que ça est folle, ou si c'est vrai, etc. Bon, c'est un film comme ça que moi, par exemple, je crois que je l'ai vu à la télé, ce film. C'est un film qui est passé énormément sur les écrans. Et je me suis dit, bah voilà, c'est le film idéal pour raconter comment ma mère a été enceinte de moi, quoi. Enfin, je veux dire que c'est tellement drôle. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très drôle, en fait, d'imaginer que dans le livre, la mère voyait ce film au moment où elle était enceinte de l'enfant. La narratrice voit quasiment le film in utero. Voilà, c'est ça. Et ça aide pas, ça crée des traumatismes graves, évidemment. Puisque quand même, à la fin de... Enfin, je ne vais pas vous raconter la fin de Rosemary Baby, parce que si vous ne l'avez pas vu, on ne sait jamais. Mais bon, ça finit mal quand même. Hein. Pas très bien. Non. Donc voilà, et donc du coup, c'est vrai qu'il y a un aspect un peu ludique aussi dans l'usage du cinéma dans la littérature, c'est-à-dire aussi dans l'autre sens, quels sont les films dont j'ai retenu des images et que je pourrais intégrer dans une histoire, dans l'histoire de quelqu'un de 0 à 40 ans et qui sort, on va dire, de sa chrysalide grâce au cinéma, quoi, en fait. Mais ce texte, ce récit, il faudrait qu'on élucide quand même récit, roman, tout ça. Ça va être difficile. C'est vrai, donc tant pis, alors on laisse tomber. Et non, c'est pas bon. Bref. Non, mais on peut essayer, mais c'est pas la peine. Je sais pas. Je sais pas, d'accord. Non, mais parce qu'en fait, je pense que ça, c'est des questions. Vous savez, quand vous avez dit que le premier texte, il y avait marqué récit, mais est-ce que c'est vraiment récit? C'est aussi des stratégies d'éditeur. Oui, des formatages, oui. C'est-à-dire que l'éditeur, s'il met poème, il sait déjà que il va au casse-pipe, quoi. Donc il met récit. De toute façon, il essaye de mettre roman, et quand vraiment il peut pas, il met récit. Non, parce que je pensais qu'il y avait aussi cette histoire de raconter, et on y viendra peut-être si on a le temps, c'est de faire prendre voix vraiment au texte. Donc dans le récit, oui. Il y avait comme ça cette intention. C'est vrai, non, mais là, parce que vous essayez de trouver une vraie raison, enfin, il y en avait peut-être une, hein. Mais moi, je pense que en fait, la raison était qu'il fallait que ça soit un récit. Or, le premier texte, il ressemble plutôt à du poème en prose qu'à du récit, quand même.
Et j'étais très contente que mon éditeur publie un texte aussi bizarre. Et il a mis beaucoup de temps à décider de le publier, parce qu'il était une jeune maison d'édition à l'époque, et il savait qu'il n'allait pas gagner de l'argent avec ce livre. Et donc il a mis 1 ou 2 ans avant de se décider. Et je pense qu'il a mis récit pour, voilà, pour que quand même il y ait un peu des articles, etc. Et bon, ça, le livre, c'est pas du tout vendu, mais il y a eu quelques articles quand même. Il y a eu une espèce de succès d'estime, vous voyez. Et je pense que s'il y avait eu écrit poésie, je sais c'est horrible à dire, mais je ne suis pas persuadée qu'il y aurait eu les articles qu'il y a eu dans la presse. Parce que la poésie, je ne sais pas s'il y a des critiques, vous savez mieux que moi, parce que oui, ça c'est difficile. Hein. Il n'y a pas beaucoup de critiques qui écrivent sur la poésie quand même. Hein. C'est quand même un domaine. Donc je crois qu'il y a ça aussi qui a joué. Et après, bon, les autres textes sont devenus, avec le temps, dès le deuxième était vraiment beaucoup plus déjà narratif, même s'ils restent assez bizarres. Il y a même eu un moment où il a réussi à écrire roman sur les bouquins, je ne sais plus quand. De temps en temps, mon éditeur a une crise et il écrit roman. Et en fait, moi, j'interviens pas tellement là-dedans. En fait, je m'en fiche un peu de savoir si c'est... Enfin, de décider... Oui, parce que c'est-à-dire que vous jouez quand même beaucoup avec les formes voilà, donc, de toute bon, façon. S'il là, arrive on a parlé à... de performance, on a parlé de plein de trucs, voilà. de mise en voix, de romanceuse, enfin de textes sonores. Oui. S'il arrive à mettre roman et que ça satisfait à la fois l'éditeur et les lecteurs, etc., bon, ben, c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est vrai que cette histoire de formatage, l'air de rien, elle joue aussi un rôle dans le fait que les textes soient lus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit, si vous posez la question à quelqu'un, qu'est-ce que c'est que la littérature, en gros, c'est le roman. Hein. C'est-à-dire tout le reste, on ne sait pas ce que c'est, mais... donc la littérature est assimilée au roman, ce qui est une chose très étrange. Ça n'a pas été le cas tout le temps dans l'histoire de la littérature, mais en tout cas ça l'est en ce moment, depuis un certain temps déjà. Donc il y a aussi, je pense, ces stratégies-là, et peut-être que les auteurs intègrent cette contrainte aussi. Je ne sais pas jusqu'à quel point, de temps en temps, on ne se dit pas, il faudrait demander aux auteurs présents ici, mais de temps en temps, on ne se dit pas qu'il faudrait écrire des romans. Parce que c'est ces formes-là qui ont une chance de rencontrer un public, parce que c'est ces formes-là qui sont chroniquées, etc. Alors bon, après, bon, moi j'essaye quand même de résister, enfin d'ailleurs je résiste assez bien à au format, mais peut-être que les éditeurs, voilà, il y a... Alors, sur Que font les reines après Noël, ça démarre aussi d'un texte pour une manifestation... Oui, en fait, il se trouve que... on a l'impression qu'il y a ce déclenchement, en tout cas plus récemment, est quasi, non pas systématique, mais c'est un mode de fonctionnement, un mode de pensée, un mode de réflexion. Bah, disons que là, il s'est trouvé que pour Que font les reines après Noël, ça faisait très longtemps que je voulais écrire un texte autour des animaux. C'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, mais je ne trouvais pas vraiment le chemin. Enfin, voilà, j'ai essayé plein de choses, et puis j'ai même une espèce de texte inachevé d'une 50aine de pages qui est resté comme ça en l'état, et j'ai pas réussi à utiliser ce texte. Et puis un jour, rien à voir, en fait, dans le cadre d'une biennale d'art contemporain qui s'appelait à l'époque l'Estuaire de Nantes. En fait, c'est une manifestation dans laquelle des artistes sont invités à créer des œuvres entre Nantes et la mer, et sur l'estuaire. Donc c'est un peu des œuvres plastiques dans le paysage, en fait. Il y a un artiste, en fait, qui s'appelle Stéphane Tidet, qui m'a contacté parce qu'il voulait que certains écrivains écrivent des textes sur l'œuvre qu'il allait faire dans la ville de Nantes. Et l'œuvre qu'il allait faire, c'était en fait de faire venir une meute de loups dans la ville. C'est ça l'œuvre. Et donc en fait le principe, c'est qu'il a donc fait venir des loups, il les a installés dans les douves du château des Ducs de Bretagne qui est dans la ville, en fait. Et puis le principe, c'était voilà la sauvagerie en ville, ou bon. Bon, alors, en fait, ça m'a beaucoup... Je me suis dit, ah oui, ça serait bien d'écrire un texte là-dessus. Donc, on était complètement libre d'écrire ce qu'on voulait. Et donc, moi, je me suis intéressée à la question logistique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait concrètement, quel type de transport on utilise, quel type d'autorisation il faut, comment on nourrit ces bêtes, combien elles ont besoin d'avoir, quel type de... Voilà, les partenariats avec la mairie, enfin, tout. Donc, je me suis retrouvée avec une espèce de dossier administratif, parce qu'en fait... C'est hyper compliqué, évidemment, de faire venir des animaux sauvages dans une ville
Et puis la question de la sécurité, la question du bien-être des animaux, enfin, bon, bref, ça implique des tas de lois, de réglementations. Donc j'ai commencé à me plonger dans ce sujet et en fait ça m'a passionnée. Et pour ce texte que j'ai écrit, qui n'est pas donc, qui est à l'origine, mais j'ai rencontré le dresseur de loups qui allait venir avec ses loups dans la ville, et donc j'ai fait un entretien avec lui. Et là aussi j'ai été passionnée par tout ce qu'il m'a raconté sur comment il était devenu dresseur de loups. Comment est-ce qu'on devient dresseur de loups? C'est vrai que c'est bizarre, on se dit, comment est-ce qu'on peut même penser à faire ce métier? Donc lui, il avait été scaphandrier, il avait été dresseur dans un zoo, enfin bon, il avait un parcours absolument hallucinant. Bref, donc je suis restée assez longtemps avec lui et je me suis dit, mais en fait c'est formidable cette histoire. Donc j'ai écrit le texte et puis après je me suis dit, en fait c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est travailler sur, non pas sur les animaux en tant que tels, mais vraiment sur les rapports qu'on entretient avec les animaux quand on travaille avec eux. Et donc j'ai fait une espèce de liste des métiers, donc soigneur de zoo, vétérinaire, dresseur, expérimentateur de laboratoire, enfin bon. Et à partir de cette liste, j'ai cherché des gens et j'ai commencé à faire des entretiens avec ces gens, sans trop savoir ce que j'allais en faire. Et c'est comme ça que le projet a commencé. C'est-à-dire, il n'a pas commencé par l'histoire de cette petite fille, du cinéma, etc. Il a vraiment commencé par ces entretiens avec des gens. Par exemple, j'ai rencontré, c'est présent dans le livre, hein, mais j'ai rencontré un expérimentateur de laboratoire qui a pour particularité de faire partie de Ligue pour la défense d'animaux. Là, par exemple, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Il travaille sur les souris, donc voilà, et vous pouvez imaginer ce qu'il leur fait. Mais en même temps, il appartient à une ligue de défense des animaux, et en même temps, il est végétarien, et enfin bon. Donc une espèce de... Donc en fait, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Chaque histoire humaine est un cas unique, mais là, voilà. Et donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est comment... Enfin, là, en l'occurrence, sur les animaux, mais de manière plus générale, comment dans nos vies, on s'arrange... pour associer des choses qui ne sont pas du tout possibles d'associer normalement. Enfin voilà, on est pétri de contradictions. Et sur les animaux, évidemment, c'est très fort parce que tous ces gens qui travaillent avec les animaux, les dresseurs, les vétérinaires, les soigneurs de zoo, qui passent leur temps donc, quand même à les enfermer, à les contraindre, etc., c'est des gens qui ont choisi ces métiers parce qu'ils aimaient les animaux. Et donc c'est quand même vraiment intéressant. Voilà, donc je suis partie sur cette folie. Oui, comment ces témoignages, encore une fois, s'articule-t-il? Parce qu'on passe du zoo à la boucherie quand même. Oui, la boucherie comme contact avec les animaux aussi, ça m'a intéressé. Enfin, la boucherie, c'est-à-dire le boucher aussi, celui qui les tue. Enfin, donc on apprend comment comment ça marche, tout ça. Donc il y a aussi un ordonnancement qui s'est mis en place dans comment est-ce qu'on évolue dans ces témoignages par rapport à l'histoire de cette jeune fille, qui est une histoire d'adolescence au fond. Ouais, ce qui m'intéressait en fait, c'était donc en fait le livre, il est fait de 2 séquences qui alternent très régulièrement. C'est la séquence de l'histoire de cette jeune fille et la séquence autour des animaux. Et donc voilà, ça marche comme ça jusqu'au bout du livre. Donc c'est très systématique, délibérément. Au début, on se dit oulala, je pense que c'est une ambiance un peu carcérale comme ça. Mais petit à petit, enfin si ça marche. On se fait à cette alternance et en fait évidemment il y a des échanges qui s'opèrent entre la séquence petite fille et la séquence animaux, etc. Alors au début je savais pas très bien quoi faire parce que j'avais une masse de documents sur ces soigneurs, etc. Plus tous les textes de loi que j'ai lus concernant l'élevage, etc. Et donc je me suis dit que le plus simple, il fallait que je me donne une contrainte supplémentaire, c'était de raconter l'histoire de cette petite fille dans un ordre chronologique et de l'alterner avec un seul métier pour chaque chapitre. C'est-à-dire l'enfance, c'est le dresseur. Mais en fait, sans me poser trop de questions sur les liens a priori entre le métier et l'âge de la petite fille, sans trop me poser de questions, un petit peu. Parce qu'en fait, ce qui était vraiment, alors le côté un peu ludique du texte, c'est qu'une fois que j'avais décidé que par exemple le début c'était sur le dresseur, je savais qu'il fallait que je raconte l'enfance de la petite fille, avec tout ce que j'avais emmagasiné d'informations sur le dresseur. Donc ça a des implications sur comment on articule les deux, enfin parce que en fait les deux sont très articulés en réalité. Et du coup, je suis obligée aussi d'inventer l'histoire de la petite fille en fonction de ce que je sais du dresseur, mais aussi de reconstruire l'histoire du dresseur en fonction de ce que je raconte de la petite fille. Enfin, une espèce de jeu d'échange qui me plaisait dans l'écriture. Et par exemple, le boucher, en fait, c'est le dernier chapitre du livre, le boucher. Mais j'avais pas décidé que le boucher, ça serait à la fin. Il se trouve que c'est la dernière personne que j'ai interviewée et que j'avais déjà vraiment avancé dans le livre. Et à un moment, j'ai eu beaucoup de mal à le rencontrer, etc. Parce que c'est un boucher un peu particulier,
puisque le boucher que j'ai rencontré, c'est un boucher qui fait, il y en a encore quelques-uns en France, mais pas tant que ça, il achète les bêtes sur pied, c'est-à-dire en fait, il achète des bêtes vivantes, ensuite elles sont envoyées à l'abattoir, et lui, il les récupère entières, c'est-à-dire, alors que habituellement les bouchers, ils achètent des morceaux de viande, ils n'achètent pas des bêtes. Donc lui, en fait, le défi qu'il a, c'est comment on réussit à vendre l'intégralité d'une bête, sachant que les gens, ils achètent de l'entrecôte, ils achètent du roast beef, mais ils n'achètent pas telle ou telle partie moins noble. Hein, donc c'est toute la question de comment je fais pour que toute la bête soit débitée et vendue. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'il explique évidemment, il y a des temps à la fois où il faut laisser la bête après sa mort avant de la manger, mais aussi il y a des temps limites, c'est-à-dire au-delà d'une certaine période, la viande n'est plus viable. Donc il faut qu'ils vendent dans un certain ordre, enfin voilà, c'est toute une réflexion en fait sur les morceaux qu'on mange tendres, sur ceux qu'on mange rassis, combien de temps on les laisse, etc. Et donc ça, c'est parce qu'il l'achète entière que ça pose ces problèmes. Donc je l'ai rencontré assez tardivement, donc tout ça il m'a raconté en détail. C'était passionnant, enfin ce qu'il racontait sur le... Enfin moi je trouve sur la boucherie c'était passionnant. Et après je savais, mais donc j'étais un petit peu embêtée quand même, parce que je savais pas très bien comment j'allais faire, je savais que le livre allait se finir avec cette histoire de boucher. Et en fait, bon, bah, c'était comment j'allais raconter. En fait, je savais aussi que je voulais raconter comment cette femme, finalement, se libérait de toutes les contraintes. Et donc, je me disais, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut raconter à la fois l'histoire d'une libération, dernier chapitre, et parler de la viande, du cadavre, du découpage, etc. Parce que c'était ça l'enjeu. Et bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, bah, j'ai cherché, et puis c'est ça l'écriture, en fait. C'est d'essayer de lier deux séquences qui, finalement, ne devraient pas aller ensemble. Mais en fait, finalement, elles vont ensemble parce que on peut faire des liens qu'on n'avait pas imaginés au début, mais finalement qui se tissent. Et c'est quand même des associations, c'est vraiment une écriture en association. C'est des associations, mais je crois aussi que... Parce que c'est pas du coq à l'âne, pour le coup. Non, c'est pas du tout du coq à l'âne, si on peut dire. Ouais. C'est vraiment, justement, c'était ça le travail. C'est de comment est-ce que, finalement, ce que raconte ce boucher peut entrer en résonance avec l'histoire d'une émancipation. Et finalement, ça marche. Oui, je crois que ça marche. Mais parce qu'il y a un... Enfin voilà, c'est ça de construire une fiction. C'est aussi, par exemple, dans ce que dit le boucher, finalement, d'entendre quelque chose qui me raconte quelque chose sur la liberté. Ou voilà, c'est-à-dire que du coup, ben, je relis tout ce qu'il m'a raconté avec un œil un peu particulier. Et de même sur l'histoire de la femme, comme je suis plus libre sur la femme, puisqu'au fond, je peux raconter ce que je veux. Enfin, sur le boucher aussi, mais je veux quand même être juste par rapport... Enfin, quand je raconte des choses un peu scientifiques, j'essaye d'être à peu près juste, c'est-à-dire de dire des choses qui sont vraies. Sur la femme, je ne suis pas obligée, je peux raconter ce que je veux, donc je suis plus libre quand même. Et donc de trouver un endroit de ce récit, de cette femme qui se libère, qui permet... voilà, parce qu'il y a 36 000 manières de se libérer, donc il faut trouver celle dont on pense que... Voilà, donc tout ça a été un... Enfin, ça, c'était assez amusant, par exemple, je veux dire. Ça m'a beaucoup amusé de faire cette espèce d'exercice bizarre. Avec le boucher, j'ai adoré le boucher. Bon sang. Hein. Et puis, ouais, hein, puis la fin du livre, vous voyez, cette espèce de chose où on se défoule quand même. Il y a un aspect un peu défouloir du livre, enfin, je crois, et que ça se sent, mais que c'était aussi une espèce d'euphorie de le faire, enfin, de plaisir comme ça, et puis de prendre le sujet des animaux à rebours. C'est-à-dire, on vous dit, ah oui, c'est un livre sur les animaux. Et puis en fait, oui, et pour parler des animaux, on parle des bouchers, quoi. Déjà ça, ne serait-ce que ça, déjà, une espèce de plaisir comme ça. Et alors, dans vos textes, de manière un peu plus générale, on va dire qu'il y a toujours une part importante de dérision. On parlait du pas de côté tout à l'heure, je sais pas comment dire, une espèce de fantaisie, quelque chose qui empêche de sombrer dans la dépression ou dans l'inquiétude. Et c'est particulièrement vrai dans ce texte dont on a parlé tout à l'heure, qui est « On n'est pas là pour disparaître », parle de la maladie d'Alzheimer. J'ose pas dire on rit, parce que c'est pas vraiment ça, mais on est toujours sur ce versant un tout petit peu cynique. Ça, c'est presque une méthode, non? Cynique, je sais pas si c'est cynique, mais en tout cas, la méthode, c'est effectivement de se mettre à une distance qui permet de effectivement, comme vous dites, d'éviter le pathétique. Parce que c'est vrai que sur la maladie d'Alzheimer, moi j'ai lu pas mal de récits, et en fait, c'est vrai que j'ai un peu souffert de ces récits qui racontent des choses absolument épouvantables. Bon, c'est vrai que c'est assez épouvantable, hein, cette maladie, mais donc en général, des récits où on raconte la mort de son
père ou de sa mère, ou de son compagnon ou de sa compagne, etc., qui sont voilà, très, très pathétiques. En fait, je trouve que ces récits ne m'apportaient pas grand-chose, au sens où ça me sert à rien de pleurer en fait, avec le compagnon ou la compagne de quelqu'un qui meurt de la maladie d'Alzheimer. Parce que oui, je sais que c'est horrible. Donc en fait, j'avais plutôt envie de trouver un endroit un peu différent, de voir comment ces malades nous questionnent aussi sur notre mémoire à nous, sur la manière dont nous, on a besoin d'oublier des choses. Enfin, et c'est comme ça en fait que j'ai commencé le travail. C'est-à-dire vraiment en essayant de déplacer un petit peu le point d'ancrage. Et effectivement, peut-être c'est une méthode de se mettre... Parce que je pense que quand on est trop près, on ne voit rien. En fait, c'est juste ça. Si on est trop près d'un objet, on ne le voit plus. Donc en fait, il faut trouver une certaine distance qui permet de le regarder, et aussi de le regarder sous plein de facettes différentes. Donc cette maladie d'Alzheimer, on peut la regarder sous plein de facettes différentes. On peut la regarder, d'abord ça peut être le malade qui parle, ça peut être le compagnon, ça peut être le médecin, ça peut être... Voilà, donc déjà il y a plein de personnages possibles autour du malade. Mais aussi on peut regarder cette maladie de plein de manières, parce que en fait, évidemment, parce que moi, du coup, je suis allée beaucoup dans les accueils de jour, etc. Bon, il y a des choses assez drôles quand même. Quand c'est pas son parent, on arrive à en rire, quoi. C'est-à-dire que les malades ils racontent des choses... enfin, voilà, ils ont un rapport à la parole qui est très, très différent de quelqu'un qui se tient, etc. Donc, ils disent des choses assez vous y parlez d'Alzheimer, monsieur qui a découvert la maladie. Et je veux juste citer ça, c'est... j'arrive plus à me relire. Voilà. Il y a beaucoup trop de maladies. Ah Et oui. il y a beaucoup trop de maladies. Il y a aussi beaucoup trop de médecins. Et s'il y avait moins de médecins, certaines maladies ne porteraient pas leur nom. Et donc, finalement, on serait relativement tranquille. En fait, c'est ça. Donc, on est toujours un peu dans cette espèce d'espace de dérision, de petites pirouettes permanentes par rapport à ça, qui font effectivement que l'ampleur du sujet et la difficulté et non pas la lourdeur, mais ce qui est poignant, permet effectivement de passer plus rapidement. Et parce qu'en fait, je voulais écrire une espèce de biographie du docteur Alzheimer quand j'ai commencé ce travail. Parce que ce qui m'intéressait, effectivement, c'était le nom de cette maladie. Pourquoi est-ce qu'on donne à des maladies des noms de médecins? Est-ce que, par exemple, ils reçoivent cette distinction avec satisfaction? Ils sont contents qu'on donne leur nom à une maladie, ou au contraire... voilà. Et je trouvais que c'était un peu un cadeau empoisonné d'avoir donné au docteur Alzheimer ce privilège que son nom soit associé à une maladie, quoi. Enfin, parce qu'en plus, tout le monde en parle, Alzheimer, c'est épouvantable et tout. Donc en fait, je me suis vraiment intéressée à cette histoire de la généalogie, du fait qu'on porte des noms, et qu'on porte des noms qu'on n'a pas choisis, et que parfois, non seulement on n'a pas choisi, mais là, carrément, on n'a pas choisi de donner son nom, non pas seulement à un enfant, mais vraiment à des malades. Et donc, j'ai vraiment cherché s'il y avait encore des descendants d'Alzheimer qui portaient son nom. Voilà, je me suis un petit peu amusée avec ce sujet, et surtout, j'ai fait toute une recherche sur les noms des maladies. C'est là qu'il y a une liste dans le bouquin à un moment. Et là, j'ai découvert qu'en fait, il y avait énormément... Bon, évidemment, il y a énormément de maladies qui portent toutes sortes de noms, mais surtout que les médecins, en fait, ont donné leur nom à des tas de maladies. Donc, je me suis beaucoup intéressée à ça. Puis après, j'ai commencé à rêvasser sur le nom. Et ça m'a permis aussi, effectivement, d'avoir une approche un peu différente, une approche presque plus linguistique de la maladie que strictement émotionnelle, quoi. En fait, je voulais pas avoir cette approche émotionnelle, même si elle apparaît à mesure. Elle est là. Mais je voulais essayer de déplacer, et aussi parce que ce qui m'intéresse dans ces troubles de la mémoire, c'est qu'ils nous concernent au premier chef. Non seulement parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, mais parce qu'on est tous questionnés par le rapport qu'on entretient avec notre propre mémoire, la mémoire des autres, et que ça, c'est quand même une question qui est presque, on pourrait dire, qui nous fonde en tant qu'être humain, quoi. Mais centralement, c'est qu'est-ce qui reste de notre identité si on perd la mémoire. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, vous le dites presque oui, comme oui. ça, d'ailleurs. On n'a pas dit... Je sais pas quelle heure il est. Oui, je sais pas quelle heure il est, d'ailleurs. 8h15, je sais pas si... 8h15, peut-être. Juste un truc sur les titres. Parce que font les reines après Noël, voilà. Donc ce sont des titres qui sont extrêmement déroulants, qui sont un peu... qui peuvent laisser un peu perplexe, qui font buter, là, justement, la voix. C'est pas facile, je veux dire...
d'en parler comme ça, hein, c'est-à-dire qu'on est sûr que l'on va se prendre les pieds à l'intérieur. Est-ce que là aussi, c'est un choix particulier et de quand il date, au fond, à un moment donné? Il y a bien un moment donné où ça s'est mis en œuvre, ça. Ben, je crois que c'est depuis le début, hein, cette histoire de titre, parce que j'avais fait un bouquin qui s'appelait L'homme de mes rêves, ou, maintenant je ne me souviens plus, ou les mésaventures de Barnabé le Sage, devenu Barnabé le Bègue, suite à une terrible aventure qui le priva quelques heures durant de la parole. Ça, c'était le titre. Et bon, ce livre, il n'a pas eu du tout de succès, je ne sais pas si c'est lié au titre, mais en tout cas, mon éditeur, très gentiment, a accepté de mettre l'ensemble du titre sur la couverture, ce qui n'était pas évident, toute une aventure. Donc voilà, donc ça c'est une vieille histoire que j'ai avec les titres à rallonge, parce que d'abord, comme vous avez dit au début, j'ai une histoire de chercheuse de littérature, et au Moyen-Âge et à la Renaissance, les titres des livres sont des titres qui sont programmatiques, qui racontent ce qu'il y a à l'intérieur. Comment un tel, gna gna gna, parce qu'on appelle ça par exemple Don Quichotte, mais c'est pas Don Quichotte le titre c'est un titre à rallonge. Et moi j'ai toujours adoré ces titres, parce qu'en fait évidemment le programme n'est jamais rempli. Enfin, c'est-à-dire que comment ce machin fit ça, et ensuite... donc c'est un truc un peu publicitaire, c'est un peu la fonction du titre. Donc c'est une sorte de publicité. Ah bon, on va découvrir les aventures. Et en fait, bon, souvent, soit parce qu'on ne va pas au bout du livre, soit parce que en fait, ça parle d'autre chose, les titres ne remplissent pas, enfin, ne sont pas remplis, en fait. Enfin, le programme proposé par le titre n'est pas rempli. Donc ça me plaisait bien, comme mode de déception du lecteur, de dire, voilà, vous allez lire un livre sur l'homme de mes rêves, ou... donc une espèce de récit d'aventure, et effectivement peut-être là le livre n'a pas marché parce que ce récit d'aventure programmé, bon, il y a zéro aventure dans ce livre, c'est vraiment l'histoire d'un personnage hyper dépressif voilà, qui est obsessionnel et qui regarde les gouttes d'eau tomber de son plafond, voilà, enfin, c'est vraiment, et qui collectionne les plantes, enfin bon, il est vraiment dans un monde très obsessionnel et assez peu en contact avec l'extérieur, et donc voilà, donc ces histoires de titres, je crois que oui, je crois que j'aime bien proposer des fausses pistes. Parce que aussi, en tant que lectrice, j'aime bien les livres qui je crois que je vais aller dans tel endroit avec l'auteur, et puis en fait, ah bah non, en fait, il m'envoie tout à fait ailleurs. J'aime pas tellement que le programme soit rempli, en fait, je veux dire, comme lectrice. Je n'aime pas qu'on me dise, bon voilà, vous allez lire un roman, c'est l'histoire du personnage machin, et il va lui arriver ça. Si c'est ça, ça ne m'intéresse pas. En fait, ce qui m'intéresse aussi dans la littérature, c'est toutes ces bifurcations. C'est-à-dire, on commence un livre et on se dit, mais en fait, des fois, on ne comprend pas vraiment quel est l'objet, de quoi ça parle, etc. Et j'adore ça, moi, en tant que lectrice. Donc je pense que sans doute, en tant qu'auteur, j'aime bien aussi cette histoire de produire quelque chose qui est inattendu. C'est-à-dire, le lecteur croit qu'il va lire ça, et en fait, il lit autre chose. Et sur les reines, bon, évidemment, ça a été assez fort, parce que font les reines après Noël? J'ai eu énormément de parents, en fait, qui venaient me voir quand j'allais dans... Je ne suis pas allée beaucoup dans des salons, mais j'y allais quand même de temps en temps, qui me disaient, voilà, ma fille adore les animaux, mon fils qui a 12 ans adore les animaux, est-ce que vous pensez que c'est un livre pour lui? Oui, oui, bien sûr, etc. Et en fait, le livre, bon, c'est vraiment, ça raconte des choses sur l'enfermement, enfin, c'est quand même très... sur la mort des animaux, enfin ça parle énormément de la mort des animaux, la manière dont ils sont torturés, cette petite fille qui est enfermée dans sa chambre, enfin je veux dire c'est quand même un univers. Puis les parents, en fait, les parents sont des éleveurs, en fait, sont comparés à des éleveurs, c'est-à-dire que on élève des enfants comme on élève des cochons, quoi. Donc bon, toute cette espèce d'univers comme ça, et en fait chaque fois j'avais une espèce de satisfaction, peut-être un petit peu perverse, je sais pas. Oui, parce que vous parlez des cochons qui se mordent la queue là, à un moment donné. Ouais, mais c'est vrai. Oui, hein. C'est vrai, c'est pour ça qu'on leur a racheté. Donc, mais je me disais aussi, voilà, cette personne qui vient me voir, ce monsieur, cette dame, va donner ce livre à son enfant, mais peut-être que ça n'aura aucun effet positif, mais peut-être que ça va susciter quelque chose qui est inattendu. C'est-à-dire que ça permet aussi à des gens qui ne seraient pas du tout allés vers ce genre de livre de découvrir une littérature un petit peu différente. Je me dis que donc mais en même temps, des fois, je me disais, non, je ne peux pas faire ça. Quand même. Oui, ma fille, elle fait du cheval, elle a 13 ans, elle adorerait être vétérinaire, est-ce que je lui offre le livre? C'est quand même gênant, qu'est-ce qu'on fait? Alors je dis, oui, je dis quand même, je dis oui, c'est un peu plus pour adultes, mais peut-être ça l'intéressera, et ça, je me dis, mais ça va être un traumatisme.
ça va être, elle va plus vouloir jamais être vétérinaire, quoi. Et donc, voilà, cette chose-là, c'est aussi peut-être une manière de déjouer la lecture attendue. C'est vrai que des fois, on est lecteur, on a envie de se conforter dans quelque chose qu'on connaît, et on se dit, bon, bah voilà, je vais prendre ça, je sais. En fait, souvent, on est lecteur aussi parce qu'on a envie de lire quelque chose dont on sait que ça va remplir sa fonction. Mais vous parliez de Don Quichotte tout à l'heure, et au fond, on pourrait presque dire que on est dans une écriture presque picaresque. C'est-à-dire que vous allez nous emmener dans des endroits inconnus qu'on va découvrir au fur et à mesure. Bah, c'est bien si j'arrive à faire ça. Parce que moi-même, je découvre ces endroits. Hein. C'est-à-dire que moi-même, en interviewant ce boucher, j'apprends des tas de choses, ou en faisant un travail sur les pompes funèbres, parce que j'ai fait aussi un travail sur les pompes funèbres, j'apprends des tas de choses sur les cercueils et je ne sais quoi d'autre. Enfin, je veux dire que c'est aussi le charme de ce métier d'écrivain, c'est la possibilité que ça donne d'entrer dans des mondes qu'on ne connaît absolument pas et de devenir, mais uniquement le temps d'un livre, spécialiste de l'élevage de cochons, quoi. Je trouve que ça, c'est vraiment une chance incroyable de pouvoir faire ça en écrivant. Et en fait, je me dis aussi que comme lecteur, il y a cette espèce voilà, effectivement, de chemin de traverse où on va dans des endroits qu'on ne connaît pas. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à ces endroits où qu'on ne connaît pas. Enfin, qui sont autour de nous, mais qu'on n'a pas l'occasion de voir, ou qu'on n'a pas la curiosité d'aller chercher. Et voilà, je trouve que le métier d'écrivain, ça sert aussi à ça, à aller dans des endroits que des gens, dont moi, ne connaissent pas, et qu'ils vont pouvoir découvrir un peu autrement grâce à la littérature. Bon, vous avez vu la taille de mes fiches. Je pense qu'il serait temps que je m'arrête et vous laisser un peu la parole. Parce que moi, ça peut continuer encore très longtemps. Je voulais vous demander, à propos du monologue intérieur, comme vous écrivez sur à peu près 3 genres, entre le roman, quand vous travaillez le roman, quand vous travaillez bon, faut savoir ici, les personnages que vous interviewez pour faire ce livre et les pièces radiophoniques ou les pièces sonores, je n'ai pas très bien compris, vous travaillez sur du bruit ou sur des dialogues? Non, en fait, j'ai fait plusieurs pièces sonores, c'est-à-dire en fait des textes qui ont été enregistrés avec des voix et parfois avec des sons et qui sont devenus, qui ont été entendus dans des cadres. C'est-à-dire que par exemple, j'avais fait un texte autour de la prison de la santé, donc qui est un texte écrit, mais en fait qui a été aussi sous une forme sonore et qu'on pouvait écouter dans une exposition qui a eu lieu au musée Carnavalet sur les prisons parisiennes. Donc là, les gens entraient, ils allaient dans une salle qui était dédiée en quelque sorte, et là, ils entendaient ce texte qui était une espèce de visite fictive, enfin, de la prison de la santé, en fait, là, c'était très simple, là, c'était quasiment uniquement de la voix, et d'autres fois, j'ai fait ce genre de travail avec aussi un ingénieur du son,